France du futur. Encre halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza. Nous avons la panse bien remplie. Absolument. Et nous avons parlé d'amour. D'amour et d'eau fraîche. Avec deux auteurs, on parlait d'un sexagénie la dernière fois, nous allons parler d'un septa et d'un octo. Là, on est sur du lourd. Le septa, c'est Francis Huster, 73 ans. Et l'octo, c'est Euric Orsena, dont on taira l'âge. Le grammairien. Le grand grammairien. Le grand mais rien, plutôt, je dois dire. L'académicien, Académie française, Euric Orsena, qui publie Briser en nous la mer gelée chez Gallimard. Monsieur Dufarret est là ce soir. Oui. Je me balade. Je me balade en ce moment. Vous savez, dans des contrées herbues, des prairies, D'accord. pleines d'herbes. Et je traverse une période un peu difficile. Monsieur vient. Eh bien, j'envie cette période de difficulté de notre ami, puisque au moins il se balade. Moi, je suis effroyablement statique, je suis tout le temps malade. Ces derniers temps, rien ne me réussit, enfin, à part une seule chose, comme toujours, la littérature, puisque... Ah, monsieur Lanvert, l'exposition du chant a été décrochée. Oui, c'est ça. Exactement, voilà. Et donc, nous allons démarrer une nouvelle exposition en partenariat avec la ville de Paris et le service de la propreté sur le recyclage. Eh bien, je n'irai pas. Le recyclage des déchets. Et ça s'inscrit dans l'économie circulaire. Je veux dire que c'est vraiment une problématique environnementale de notre temps. Et je pense que ça va vraiment plaire à un grand public. Il y a beaucoup d'inventions. Alors, passons tout de suite au premier texte. Francis Huster publie Pourquoi je t'aime, le 6 février dernier. Un texte adressé à la femme qui l'a quitté. Qui l'a quitté, hein. C'est lui qui a été quitté. C'est elle qui l'a quitté. C'est Akati qui l'a quitté. D'accord ? Et donc dans ce texte, c'est une lettre d'amour, une confession. Et nous allons lire une compilation de fragments de ce texte qui s'appelle Pourquoi je t'aime. Ne plus se sentir aimé est atroce. Il n'y a jamais de retour. Personne ne se remet d'une telle chute. Avec cet arrière-goût amer que non seulement c'est fini, terminé, mort, mais qu'en plus, on l'a bien cherché. Qu'on nous avait maintes fois prévenu, mis en garde contre l'irréparable, mais qu'on n'a rien voulu savoir. Nous étions au-dessus de ça. Les signes avant-coureurs étaient si faciles à saisir pourtant. Le fait de vexer l'autre en ne prêtant aucune attention à ses petites attentions. Le fait de devenir de plus en plus maniaque sur des riens à la con. Le rangement du savon, du rasoir, de la brosse à dents, la serviette qui traîne encore de mon côté, le peignoir une fois de plus à terre. Après la douche, le pommeau jamais remis. Les chaussettes sales sous le lit, oubliées comme le reste. La chemise de col panette. Le portable, putain, qui sonne encore au moment où il ne faut pas. Et l'éternelle absence quand on lui parle. Tu me disais quoi là? T'avais qu'à écouter les dizaines de milliers de... T'avais qu'à y penser avant. T'avais qu'à le ranger. T'avais qu'à le faire à temps. T'avais cru quoi? T'avais jamais pensé à ça, j'en suis sûr. T'avais qu'à en choisir une autre. T'avais qu'à lui dire. T'avais qu'à tout refaire. Tu ne m'aimes plus. Et je comprends encore autre chose qui m'écrase et me prouve ma nullité. Et mon évidence d'avoir cru que tout m'était dû. L'amour, c'est la plus merveilleuse colle du monde. Pire, c'est du ciment qui nous garde à jamais prisonniers. Il vous pénètre dans la peau. Si vous tentez de vous en détacher, non, on vous... Si vous tentez de vous en détacher, non, on vous arrache l'âme. Vous saisissez, enfin, qu'il s'était fondu en elle? Savez-vous ce qu'abîmée, blessée à vif, elle peut commettre alors? Saignante? Elle est capable des pires atrocités. Il y a un mur dans un amour, comme si deux âmes qui s'aimaient s'élevaient. Que du dicton autour de l'amour. L'amour donne des ailes. L'amour rend aveugle. L'amour rend fou. L'amour rend jaloux. L'amour pardonne tout. Non. On ne peut pas tout pardonner parce qu'il y a ces deux mots. Par amour. Je parle de l'amour qui tue l'autre. Parce qu'il ne vous aimait pas assez. Pas comme vous vouliez qu'il vous aime. Parce que vous êtes son souffre-douleur. Nul ne mérite de trouver la mort
pour seul port de sortie. Non. Il n'y a aucune tolérance à appliquer au regard des violences conjugales. Quelle vibrante plaidoirie. Oui, C'est délicat. pourquoi, monsieur Allez-y. Mais est-ce que le violence conjugale est métaphorique ou... Ah, je ne pense Non. pas. Justement, je pense que... Ah non. En fait, moi, ce qui me paraît intéressant C'est ici, des c'est aveux ici, comment là l'esprit... Ah non, Ah non, il est victime. Oui, c'est le récit d'une victime. C'est le récit d'une victime. Il subit les violences de cette femme Parce que qui monsieur ne l'aime Huster plus. a révélé saignante. qu'il avait Oui, été... mais c'est au sens métaphorique alors. Je ne crois Mais pas. je crois que c'est général, monsieur. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est des que amours. monsieur Huster passe du métaphorique au concret, en fait, dans ce texte. Il nous remet la réalité en face à la fin du texte. Vous voulez dire à la fin du texte? Non, pas que la femme du Oui, il me texte. semblait que le concret intervient très rapidement dans ce C'est texte. vrai, c'est Oui, vrai, oui. c'est vrai. Ouais, pardon. L'humiliation, elle démarre très vite. Mais c'est Alors- l'habitude qui démarre. Alors, allez, parlez-nous de l'humiliation, monsieur. Je comprends encore autre chose qui m'écrase et me prouve ma nullité. Et de mon évidence d'avoir cru que tout m'était dû. Il porte la culpabilité en lui sur l'échec de leur relation. Et donc, finalement, il ne peut pas s'en sortir. Voilà. Vous pouvez arrêter de faire de la psychologie, monsieur. Ah mais non. Mais non, je peux pas. Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, moi. C'est l'être dans sa souffrance, dans son émotion. Je suis un art. C'est ça, hein, le rapport à l'art, c'est ça. C'est l'émotion, faut l'autoriser. D'accord. L'émotion, elle passe par la psychologie. Il me semble que là, on a un texte qui est gavé de psychologie. Alors, si on fait de la psychologie... Non, le pommeau jamais remis et les chaussettes sales sous le lit, c'est pas de la psychologie, ça. Ça, c'est du concret, quand même. Hein. Mais en même temps, ça me rappelle le jardinier espagnol de Cronin, un très bon livre, qui montre le désamour lié au fait que s'inscrit dans le couple l'usure par l'habitude. Et il me souvient d'avoir pensé que c'était une erreur de penser que cette habitude, elle usait le couple et qu'au contraire, elle pouvait le consolider dans un rituel permanent. Voilà. Et je pense que ce couple-là est passé à côté. Oui, mais enfin... Est-ce que je peux me permettre? Oui. Parce qu'il me semble que j'ai une explication à ce qui a pu, on va dire, parasiter une routine qui aurait pu être salvatrice. C'est cette phrase qui a tout de suite éveillé mon attention sur des riens à la con. Il me semble que c'est une façon détournée, peut-être même inconsciente, de dire crûment quelque chose, c'est qu'il n'y a plus de relation charnelle entre ces deux individus, sinon celle des coups peut-être Non. qui lui ont été portés, Je suis pas du tout. à moins qu'on soit dans la métaphore, quand il l'accuse d'être saignante. Non, je suis Et pas s'il l'accuse d'être saignante, de quoi l'accuse-t-il exactement quand il dit qu'il est d'être saignante? Est-ce qu'il l'accuse d'être cruel ou d'être une femme? Alors, monsieur Dufaré... Non, pour moi, les trucs à la con, c'est comment dire? Mais ce qui t'arrive, Non, c'est le problème de de l'échelle. De l'échelle de tolérance. C'est un texte qui en fait, nous explique finalement que la tolérance est complexe. C'est un échec de... La balance, ici, l'harmonie du couple est brisée. Parce que le gradient de tolérance s'est déplacé de manière trop brutale. Et c'est l'habitude qui a provoqué Mais vous demeurez littéral en disant cela, c'est ce que affirme lui-même Monsieur Hustler. Mais je pense que c'est le Huster, cas. pas Huster. hein. Hustler. Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas, honnêtement. Mais est-ce qu'on vous demande votre avis sur ce qui est ou sur le texte? Non, mais je pense que c'est ce que nous dit le texte. Pour moi, c'est une plaie ouverte, ce texte. Peut-être. Sur ce problème-là. En fait, c'est un regret de la tolérance. C'est une fois que la chose est passée, une fois que... Enfin, vous savez, c'est quand on dit on peut pas être heureux si on n'a pas souffert. C'est un peu de la morale populaire, on peut dire ce qu'on veut de ça, mais en tout cas, dans ce texte-là, Francis Huster s'inscrit là-dedans, dans cette logique de pour savoir que cette personne m'est chère, il faut que je merde. Et du coup, je perds tout. Alors je rejoins sur un seul point, c'est le fatalisme qui irrigue le texte. Les signes avant-coureurs, Oui. en permanence, sont là pour annoncer quelque chose d'inéluctable, Non, d'évident, mais d'inévitable. et c'est persiflant même, je dirais. C'est persiflant et c'est godardien. Parce Non, que mais vous- textuellement, ça persifle. Hein. Les signes avant-coureurs étaient si faciles à D'accord. saisir pourtant.
voyez, il y a... Alors moi, dans le côté persiflant, il y a le côté godardien aussi, l'amour fou, hein, c'est nommé à un moment donné, l'amour en fou, avec cette écriture un peu godardienne. Hein. On avait comme un scénario de Godard ici, avec des régimes de langage qui sont différents à chaque page, à chaque fragment. On s'emmerde. Je trouve que Monsieur Huster s'approche ici, d'ailleurs il a réalisé des films avec Jean-Paul Belmondo, hein. Je trouve qu'ici il essaie dans l'écriture de traquer quelque chose de godardien, Oui, il me semble. Dans le deuxième paragraphe surtout. Vous Oui, l'avez- alors même si le deuxième paragraphe, t'as plutôt pensé à la moustache d'Emmanuel Carrère. Ah oui, tiens. Hein, vous voyez Oui. cet homme qui, dans l'ordinaire, tout à coup, voudrait traquer de l'extraordinaire. Vous voyez, se trouve en panne d'extraordinaire. J'ai besoin de vous. Cet homme invisible, cet homme qu'on n'a jamais remarqué, hein, qui a posé son rasoir et hop. Je voudrais vraiment que vous m'éclairiez sur le dernier paragraphe. Je parle de l'amour qui tue l'autre, parce qu'il ne vous aimait pas assez. Nul ne mérite de trouver la mort pour seule porte de sortie. Non, il n'y a aucune tolérance à appliquer au regard des violences conjugales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il n'y a aucune tolérance des violences conjugales, la violence conjugale, elle est où ? Non mais tout n'est qu'une histoire de tolérance, hein. Moi c'est ce que... Mais comment on y répond ? On s'en va ? Ah mais là c'est une fuite. Mais c'est une fuite forcée. Il faut bien saisir C'est une que- fuite fataliste comme disait... Julien. que Francis Huster nous parle non pas d'une petite mort cette fois, mais d'une grande mort. Il ne mérite de trouver la mort des sentiments, le cimetière, le fameux... je ne sais plus quelle chanson de Maxime Le Forestier, la mort des sentiments, qui se terminait avec une toute conclusion. Quoi qu'il arrive, restons amants. Ah oui. Et là, Quoi qu'il arrive, restons amants du 8e jour, quand les âmes nous sommes nous jetés, qui a été reprise par Julien Clerc, absolument. qui a été écrite par Julien Clerc, Ah oui, ça ou par le Forestier pour Julien Clerc, chanté, c'est ça le problème de cette chanson, chantée d'abord par Julien Clerc, et chantée ensuite sur l'album de Maxime Le Forestier. Par Julien Clerc ou par Non, Maxime ? par Maxime Ah, Le par Forestier. Et là, nous avons une allusion peut-être discrète de Francis Huster à ce binôme. Alors c'est... Ah, moi, je me souvenais Quoi surtout qu'il arrive, restons amants, restons amants, c'est ça. Oui. Les hôtels sont... Voilà. Merci la régie. Qu'un jour les choses ne Elle est t'emparent, belle cette chanson. les événements nous imposent la fin. Des sentiments, quoi qu'il suive les interdits, défoulement la dérive, chacun séparément. Quoi qu'il advienne, restons amants des hôtels sombres. Bon, voilà, merci Maxime. Alors, on revient à Francis. Alors, Moi, ce que je voulais dire Ça sur me ce renvoie à un texte... souvenir absolument terrible sur Maxime Le Forestier. C'était son second album, hein, nous n'avons pas le même âge, et nous étions allés le voir au Palais des Congrès. D'accord. Et la première partie était un groupe de percussionnistes qui avait été tué par la salle. Et il est arrivé sur scène, il a chanté Si le steak qui te résiste est plus tendre que mes chansons tristes, si tu es venu pour lui, alors je ne chante pas pour toi. Et il est parti. Voilà. Ce qui est très beau dans ce texte, enfin dans la manière dont c'est monté, c'est un petit peu le deuil de l'amour et c'est aussi le deuil du langage, parce que on est au départ dans un langage qui a de la vie, hein, des mots familiers. On est dans un dialogue, hein, un langage qui est un langage direct, et puis après on passe sur des aphorismes, hein, sur des phrases sentencieuses, sur du présent de vérité générale. Bah, c'est même dit de manière méta, hein, que de dictons Oui. autour de l'amour. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il est là pour écrire des dictons également. Et ça se C'est termine comme une formulaire du ministère. Très bien. Non, il n'y a aucune tolérance à appliquer au regard des violences Bien. clairement. En Là, même temps, c'est Marlène Schiappa qui s'exprime à travers Francis Huster. en même temps, Bien. c'est très adolescent. Hein. Bien, alors merci à Francis Huster, nous allons passer maintenant au deuxième auteur. L'octo. Pour les choses, le temps s'arrose. Les événements nous imposent la fin des sentiments. Éric Orsena, grand auteur, académicien, publie Grammairien. Briser en nous la mer gelée, une fable très longue, mais très sympa, qui parle de son amour pour une jeune femme, Suzanne, derrière laquelle on pourra voir les traits peut-être de Sophie d'Avant, mais je ne... Vous savez que Éric Orsena était avec Sophie d'Avant. J'ai connu très bien sa sœur. Mais je sais que vous l'avez connue sous les bancs de l'école. Sa nièce.
Sa sœur. Vous saviez qu'Eric Orsena était Jeanne. avec Sophie d'avant, monsieur? C'est sa Voilà. sœur. Ouais. C'est pas sa fille ou sa nièce? Non, ils ont un certain écart. La Et même alors, âge. dans ce roman, il raconte son amour pour cette jeune femme, hein, c'est évidemment sous un trait métaphorique, et le chapitre 4 s'intitule « Une odeur pestilentielle ». On va se faire Oh, c'est ça. tourner la parole. Allez, Eric Orsena, grand Le roman... jour se levait. Attendez un petit peu. Eric Orsena, Brisez en nous la mer gelée. Chapitre 4, Une odeur pestilentielle. Le jour se levait. De l'autre côté du boulevard, les arbres du bois sortaient lentement de la nuit et l'hippodrome d'Auteuil résonnerait bientôt des premiers galops. C'est alors qu'une puanteur, jusqu'à cet instant restée discrète, décida qu'il était temps pour elle d'intervenir. Je me redressai. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles puisque son amour dormait paisiblement à ses côtés, l'index droit posé sur ses lèvres, comme un enfant qui réclame le secret et un masque de soie sombre sur le visage pour se protéger les yeux. Mais qu'est-ce qui puait donc tant? Se pouvait-il que ce terrible remugle vienne de l'adorable? Honte sur moi, un doute me saisit. À ma décharge, j'avais dû, 10 ans plus tôt, et le cœur déchiré, me séparer d'une fumeuse. Comment voulez-vous qu'un sentiment se déploie dans une haleine de boue filtre? Honte sur moi. Je soulevai la couette, doucement, imperceptiblement, millimètre par millimètre, approchai mon nez et le promenai tout du long de l'endormi. Hormis derrière les oreillers un léger soupçon d'insolence de guerlin, sur tout le reste du corps un parfum d'enfant, tiédeur de rose, rien à signaler. Le fétide, cocktail œuf pourri, mauvaise haleine, venait d'ailleurs. Avec la même précaution, je quittai le lit, puis la chambre, et, ridicule, tel un chien, les narines palpitantes, je menai mon inspection. La porte, la fameuse porte, m'appelait. Même en y collant longtemps l'oreille, aucun bruit ne s'échappait. Sauf peut-être de très lointains bruissements, semblables. La seule comparaison qui me venait était celle d'ailes qui battent. Hypothèse rejetée, votre honneur. Comment croire à la possibilité d'une volière installée au 4e étage d'un immeuble normal, bourgeois, 51 rue des Vignes, 16e arrondissement de Paris? Un locataire illégal? Réfugié politique? Un gangster? Une nounou philippine? Un enfant difforme né d'un très ancien péché? Un atelier de sculpture? Un cabinet de musique? Un labo de photographe? Suzanne serait-elle une artiste? Une artiste seulement pour elle-même? Une artiste timide, terrorisée par le regard de quiconque? Les jours de déprime, ma Suzanne s'enferme dans ses souvenirs. L'imaginaire, comme les enfants, déteste l'eau de rose. Elle suggéra un autre emploi de son cagibi. Un conte de fées, ou plutôt d'horreur. Comment ai-je tant tâtonné? Dans ce local, Suzanne conserve son trésor personnel, le corps de ses amants préférés. D'où l'odeur pestilentielle. Suzanne a du mal les embaumer. Je me redressai, bondis hors du canapé vert, oubliant toute prudence et le parquet grinçant, courus vers la porte du mystère, écrasai mes narines contre le bois humérien. Imbécile, me dis-je, allongé, et tentai de glisser mon nez sous la fameuse porte. Hélas, je l'ai rond le nez. Par chance, l'aurais-je eu pointu, j'aurais reçu de plein fouet les terribles effluves, et sans doute en aurais-je succombé. Monsieur, Ce n'est que plus tard, bien trop tard, midi passé, lors d'un petit déjeuner pantagruélique, œufs brouillés, jambon, pleurotes sautées, tiramisu, que le puant mystère fut éclairci. à propos, Gabriel, il faut que je te présente mes petites protégées. Seulement, il te faudra jurer. Je le jure. Jurer que tu ne le répéteras à personne. Je le jure. Nous n'avons pas encore parlé de mon étrange métier. Les chauves-souris? Nous en élevons dans notre labo, mais j'ai préféré en avoir aussi chez moi. Jamais je n'avais vu ton visage. Suzanne, si lumineux. Tu rayonnais. Rien de plus clair que le message de ces yeux brillants. Mon métier est la passion de ma vie. Si tu veux m'aimer, aime-le. Ou du moins, comprends-le. Et accepte la place qu'il occupe en moi.
Dans l'appartement, tu n'as rien senti? Pas d'odeur particulière? Une odeur? Il y a du tout, pourquoi? Je préfère, c'est que ces petits bébés se soulagent. À n'importe quelle heure. J'ai beau nettoyer tout le temps, elles ne préviennent pas. Il paraît que ça pue. Moi, j'ai bien peur de ne plus avoir le nez. Bien. On a une inversion du mythe de Barbe Bleue ici, hein, très clairement. C'est la femme qui détient le secret, donc une écriture forcément féministe. C'est la femme qui devient l'objet du La mystère. date de publication. À la rentrée, janvier Oui. 2020. C'est une sortie. Vous l'avez vu en librairie, monsieur? Donc les chauves-souris, ce sont une métaphore des anciens amants. C'est ainsi que vous l'avez compris? Non, dans le texte, enfin, là, vous avez le texte, vous pouvez être dans le noir et blanc et voir tout ce que vous voulez. Mais dans la diégèse, Suzanne est éleveuse de chauves-souris. D'accord. Voilà, mais après, Mais il le sait. Oui, enfin, de toute manière, Eric Orsena a le chic pour rendre inoffensif des contes qui pourraient finalement avoir une signification. C'est-à-dire que Barberousse, ça a une signification. Le meurtre donne une signification. Ici, ce sont des chauves-souris. C'est très enfantin. Eric Orsena, ça a toujours été extrêmement enfantin. Monsieur Dufaret? Je réfléchis. Puis, toutes ces phrases, enfin, je ne voudrais pas accabler qui s'accable seul en écrivant ces lignes, mais toutes ces phrases qui sentent la paresse, ces parenthèses qui sont jetées, alors peut-être que les auditeurs ne les voient pas, puisque Oui. nous avons pris soin de les intégrer, nous, dans le texte, mais c'est un effort que nous avons consenti, puisque le texte ne s'embarrasse pas de les inclure. Et ces expressions toutes faites en permanence, hypothèse rejetée, votre honneur... Qu'est-ce qui vous J'ai gêne le- là-dedans? Eh bien, Mais ce qui le gêne, c'est que c'est de la littérature Lego. Voilà ce qui le gêne. monsieur, c'est paresseux. Voilà ce que j'ai à dire. C'est paresseux et ça annihile toute possibilité de tirer quelque chose, une signification. Ah, moi je suis pas Une d'accord. signification. Je suis pas d'accord. Vous y voyez du sens? Ah bah j'y vois même du mystère. Quel mystère, monsieur? Ben, ce qui me semble quand même intéressant, c'est que vous parlez d'un texte Lego, d'un texte très compact au niveau des symboles. Non, En même temps, il y a- Lego dans le sens de Ikea, vous voyez. Oui, non mais d'accord. D'accord, ok. Mais vous dites que le sens est là, mais pas... Toutes les Non, images au ne sont contraire, pas là. c'est le problème. C'est que le sens n'est pas là. Oui, c'est- Quand on utilise des meubles Je suis témoin, c'est ce que- pré-quittés, il n'y a Non. pas de... C'est pas ça que je veux dire. Vous avez l'air de dire qu'il nous retire toute possibilité d'interprétation et toute liberté de penser. Non, on dit que c'est feignant, c'est différent. Mais moi, je suis pas d'accord. Parce qu'au moment où il dit la seule comparaison qui me venait, il avoue une chose. C'est le déficit du langage dans ce texte. Bah oui, dans ce sens-là, c'est pas mal. J'admets que Le déficit de l'image. je suis monsieur. séduit par cette interprétation. Voilà. Pourquoi est-ce que vous trouvez que les parenthèses, c'est une altération de l'écriture? Elles ne le sont pas toujours. C'est-à-dire qu'elles s'intègrent. Elles s'intègrent ou elles ne s'intègrent Ouais, pas. mais là, elles sont pédantes en plus. Là, Enfin, elles je veux sont- dire, comment croire à la possibilité d'une volière installée au 4e étage d'un immeuble normal, bourgeois, entre parenthèses. Enfin, c'est ridicule, quoi. Mais cocktail, Mais monsieur, c'est Eric Orsena, un académicien. cocktail œuf pourri slash Voilà, ça c'est pas pédant. mauvaise Cocktail of haleine. pourri slash, ça pourrait être un poème de Francis Ponge. Bon. Ou de vin, ou de... Je ne sais pas. Enfin bon, bref. Non, au contraire, je pense qu'il veut casser l'image de l'académicien par cette écriture volontairement, comment dire, Oui, dégradée. Dégradé. il veut faire Jones. Mais ça le Oui. dégrade. C'est lui qui C'est-à-dire est qu'on putride. on ne peut pas nier sa position. À aucun titre. Et on voit effectivement que c'est une écriture d'octogénaire. Alors moi, ce qui me gêne, j'aime bien ramener C'est de un la peu décomposition, Je peut-être. peux- C'est la Non, non, attendez, j'ai une... D'accord, allez-y. Une interprétation. On est peut-être sur de la décomposition finalement. Tout ce texte-là n'est qu'un reflet de la décomposition que provoque l'âge. C'est une vanité qui nous est offerte là en fait. Non? Vous pensez pas que ce texte peut s'inscrire dans la tradition des vanités? Dans la tradition Tout passe. de la décomposition, oui, le plutôt. Enfin, ça me fait penser aux derniers écrits de Monsieur Serre. Ne voyez-vous pas infiniment d'humour dans la phrase je m'allongeais et tentais de glisser mon nez sous la fameuse porte. Hélas,
Je les romps. Venez. Alors voilà, non, moi je vois pas tellement d'humour là-dedans, parce que ce qui me gêne dans ce texte, c'est quand même qu'Eric Orsena, c'est pas le progressisme. La première Incarné. chose auquel il pense quand il sent la mauvaise odeur, c'est un locataire illégal, un réfugié politique. Hein. C'est pas le gangster. D'abord, Voilà. c'est ça. C'est- C'est pas la nounou. Et quoi que. Mais alors moi ce qui m'intéresse quand même c'est les chauves-souris parce que je sais pas si vous avez vu Monsieur Dufaré le numéro de Danny Larry sur l'homme chauve-souris. Je m'en souviens pas en tout cas, peut-être l'ai-je vu. Ce qui est très drôle dans Chauve-souris c'est qu'on a le chauve qui sourit. Oui, son assistant chauve là, affreux. Ah, c'est peut-être lui la chauve-souris. Et voilà, Hmm. c'est ça. C'est qu'Eric Orsena est chauve et il a le sourire aux lèvres. Un sourire inquiétant. D'accord. Et moi je pense... En même temps il y a l'ambiguïté. Est-ce qu'il n'est pas lui-même un amant tué dans le placard devenant une chauve-souris? Moi je pense qu'il y a un mythe fantastique ici. Pour moi c'est le syndrome de la chauve-souris, c'est le syndrome du vieil homme qui a peur de mourir et qui a peur de devenir un petit parasite au-dessus du lit. D'accord? Est-ce que vous partagez l'idée que des chauves-souris, c'est une odeur pestilentielle? Pas du tout. On parle Non, des mais là, fientes. on parle des On fientes. parle des Même- fientes. Même les fientes. On parle, monsieur, Moi, des fientes. j'adore les Et l'odeur on des fientes parle- des chauves-souris. Du caca, monsieur. D'accord? Ah. Voilà. Et quand ça sent la merde, Ça sent l'être, monsieur. eh oui. Et là, je dirais même quand ça sent la merde, ça sent l'octo. Si vous permettez, juste une question par rapport à votre interprétation. Vous dites la chauve-souris. N'oublions pas que dans le domaine du fantastique, la chauve-souris, c'est le vampire. Et je pose la question de qui vampirise qui ici. Et je suis tenté de penser que c'est Monsieur Orsena qui nous vampirise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est sa femme qui le vampirise. Ah, c'est possible. Moi, je pense qu'il y Bien. a quelque chose d'obsessionnel là-dedans. Oui. Clairement. C'est toutes les obsessions qui remontent. À mon avis, il a le sens olfactif hypertrophié. Il y a grand âge peut-être. Une espèce de dégénérescence. Le nez et les oreilles sont les deux organes qui grandissent tout au long de notre vie d'ailleurs. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Surtout que j'imagine que Monsieur Eric Orsena a eu une vie saine. Que son odorat a été préservé. Bah alors ça c'est Ce qui est intéressant un d'ailleurs. désagrément, C'est je pense d'ailleurs intéressant ce qu'il dit de. Enfin, il nous conte le désastre qu'est pour lui quelqu'un qui fume. C'est-à-dire à quel point il fuit la mort. C'est-à-dire qu'il ne supporte même pas vivre avec quelqu'un qui Moi je fume. dirais qu'il fuit le désagrément. En tout cas, il est dans l'intolérance totale de l'autre. C'est une littérature bourgeoise et xénophobe. Si je peux me permettre. Voire misanthrope. Voire misogyne. Ça Et c'est certain. surtout misogyne évidemment. Mais... Bien, excusez-moi, je suis en... Et puis surtout une Ouais. complaisance. Est-ce que vous avez senti cette complaisance dans le texte quand il pose la question, mais qu'est-ce qui puait donc tant? Se pouvait-il que ce terrible Remugle, là, cette espèce de jouissance qu'il a à écrire Remugle, vienne de l'adorable, cette espèce de jouissance qu'il a de jouer de cette espèce d'ironie un peu faible? Oui. Moi, Je suis parfaitement là-dessus, Gilbert. et j'ai cette impression. Bien, ça me va. Ça me va. Alors, on va parler, on parle d'amour dans cette émission et Marielle L'amour, a chanté l'amour universel. Et Marielle voulait nous dire un petit mot et particulièrement un... Bonjour, bonjour aux auditeurs et à l'équipe d'Ancralogène. Et je souhaite la bienvenue d'un nouvel intellectuel parmi vous, Gaston. Attention, c'est pas Gaston Lagaffe, hein, c'est Gaston l'envers. Un gros bisou pour toi, Gaston. Alors, aujourd'hui, vous allez parler de l'amour. Ah, l'amour. Définir l'amour est délicat. Ce sentiment unique et si particulier, qui est totalement incontrôlable. Certes, qui apporte joie, bonheur, mais aussi de la fantaisie, de la poésie, où l'on se voit pousser des ailes. Et comme je le chante dans ma chanson « L'amour universel », l'amour n'a ni foi ni loi, n'a pas d'âge ni de religion. L'amour, c'est tout simplement magique. Rien ne peut empêcher deux êtres de s'aimer, ni la couleur
Ne repousse pas ton désir d'aimer juste pour ta famille. L'argent, tes amis, tes mœurs, n'abandonne jamais. Mais donc, les tabous de côté. Et puis à fond le plaisir dans les bras de l'être aimé. Amour, amour, quand tu es là. Amour, amour, plus fort que la foi. Amour, amour, tu n'as pas de loi. Amour, amour, qui apporte la joie. Bien, nous revoici sur le plateau d'Ancre à l'Ogène, toujours avec Eric Orsena. Je pense que vous allez aimer ce dernier extrait que nous allons lire ce soir. Je pense. C'est toujours un chapitre 4, mais d'une autre partie qui s'intitule « Le pied de Jean d'Ormesson ». Vous avez tous le passage, le pied de Jean d'Ormesson? Ah, le pied, on l'a. Allez, on entre dans le pied de panard. Jean d'Ormesson. C'est peut-être ce soir-là que le ver est entré dans le fruit. Ou, s'y trouvant déjà, c'est peut-être ce soir-là qu'il s'est réveillé et a commencé son œuvre de ronge et de pourrissement. Pourquoi la très mauvaise idée m'était-elle venue d'emmener Suzanne aux étonnants voyageurs? Pour lui donner une bonne fois pour toutes le goût de la géographie? Pour renouer avec le temps de ma jeunesse quand je me croyais écrivain? Peut-être avais-je en moi l'espérance secrète de retrouver cet élan mystérieux qui vous entraîne à raconter de longues histoires. Ce festival étonnant voyageur a été inventé il y a longtemps par Michel Lebris, le seul étudiant des hautes études commerciales emprisonné pour cause de Maus. Chaque week-end de la Pentecôte, les autoproclamés étonnants, en fait de simples écrivains, se réunissent à Saint-Malo, Bretagne, et racontent leur périple à des milliers d'étonnés, ces bonnes poires de lecteurs. Les débats donnant soif, on boit. Et les horizons lointains, ouvrant l'appétit, on finit par aller dîner tard. Et le plus souvent, entre soi, les étonnants. Ce rendez-vous, chaque année plus prisé, se tient sous le haut patronage de François-René de Chateaubriand, alias l'Enchanteur. Sa tombe installée au sommet d'un îlot voisin jette sur l'entièreté du site une lumière intimidante, car, dans la hiérarchie généralement admise, enchanté l'emporte sur étonné. Même si certains ne se privent pas d'enchanter lorsque l'occasion s'y prête. Et justement ce soir-là, mais les étonnants auraient beau faire, jamais ils n'atteindront la cheville de l'enchanteur tutélaire, Chateaubriand. Pas même Jean d'Ormesson, à qui, pourtant, personne ne contestera le titre d'enchanteur adjoint. C'est ainsi qu'un 22 juin, nous nous retrouvâmes, ma femme Suzanne et moi, vers 22h à la même table que Gilles, Héloïse, quelques autres amis et l'enchanteur adjoint en personne. Suite à quels hasards, la vérité m'oblige à écrire, quelle manigance m'étais-je fait inviter? Je préfère l'oublier. Sans me l'avouer, je caressais toujours des ambitions littéraires, et je pensais, sans originalité, que la fréquentation du roi Jean, l'enchanteur adjoint, pourrait les faciliter. Fidèle à sa réputation, il nous émerveilla de sa conversation jusqu'à ce qu'il se mette à grimacer. Encore ton pied? S'inquiéta sa fille, Héloïse. Encore. Acquiesça l'enchanteur adjoint. Celui-là même que, depuis le tourteau décortiqué, je veux dire l'entrée, ma femme buvait des yeux. Rien de tel qu'une timide pour se lâcher en regard. Cette annonce, le pied, lui permit dans le même instant de se ressaisir et de retrouver son autorité. Votre pied? Montrez-le-moi. Je ne puis m'empêcher de m'écrier. Mais enfin, tu es vétérinaire! Je suis aussi médecin. L'enchanteur a de bonnes oreilles. Il avait entendu notre passe d'armes. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des animaux.
Il commençait à s'amuser beaucoup, malgré ses douleurs. Et le voici qui écarte sa chaise de la table. Voilà qu'à grand-peine et nouvelle grimace, il se déchausse. Ses mocassins, un peu trop clairs pour être honnête, m'ont tout l'air de fabrication italienne. Il ne porte pas de chaussettes. Voici qu'apparaît, tout nu, un pied gauche, gonflé et violacé. Suzanne s'en saisit, oui, vous avez bien lu. Sans préambule ni cérémonie, elle se penche et le prend dans le creux de sa main et le palpe de toutes les manières douces possibles. La table les regarde sidérée. Ils sont seuls au monde. L'enchanteur souffre mais ronronne. Ma femme roucoule. Plus tard, Suzanne et moi reposons côte à côte dans la nuit. Chambre 12 du Novotel. Mon silence vient de la réveiller. Il paraîtrait que certains de mes silences sont plus brillants qu'un train de marchandises et font davantage vibrer les murs. Comme vous savez, de toutes les activités de ma femme, y compris l'amour, y compris son travail sur les chauves-souris, le sommeil, son sommeil, et sinon la préférée, du moins la plus importante. Et tu as vu ses yeux pendant que tu lui caressais le pied? Je ne lui caressais pas le pied, je l'examinais. Si tu préfères, je cherchais ses poux. 2. Je ne lui regardais pas les yeux, puisque je m'occupais de son pied. Rompre le silence fut ma première stupidité. La seconde, pire encore, Avancer la main vers sa femme assise dans la nuit. Bien. Nous avons un texte ici qui parle dans ce qu'on appelle familièrement un ripaton. Le ripaton de Dormesson. Familièrement. Ouais, c'est de la bonne anecdote. C'est une petite histoire. Oui. Le ripaton. Du roi Jean. Le ripeton. Ripeton. Monsieur Dufaré, qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte? Si je puis me c'est permettre. anecdotique. Non, monsieur, c'est pas du tout anecdotique. On est là dans une réécriture de la villégiature, vous savez, ces grandes scènes de littérature où il y a, comme je sais pas, je pense par exemple, vous savez les scènes où les romans on est enfermés dans, par exemple, dans La montagne magique. La montagne magique, où je pense à Rebours, où tout à coup le personnage sort pour aller dans alors là, je vous suis pas. Là, je vous suis pas du tout. Il y a comme le médecin qui apparaît. C'est Voilà. tchécovien. Oui, c'est vrai. Et là, on va en villégiature, on emmène sa femme dans un hôtel. Je pense, vous connaissez la Non, pièce... mais on n'est pas dans un sanatorium non plus. Mais ça n'a rien à voir. Ah si, on est quelque chose de... En tout cas, c'est décrit comme tel. C'est-à-dire que ce sont de... Non, mais tous les c'est une personnages- grande scène de boulevard. C'est par exemple dans la magie d'Eduardo De Filippo, cette pièce italienne où l'homme amène sa femme dans un hôtel, elle rencontre un homme magicien qui, hop, la fait disparaître. Là, c'est pareil, c'est le grand classique. C'est très de Woody Allen finalement. Woody Allen, on emmène son épouse quelque part dans un endroit et hop, il se passe quelque chose. Mais sauf que là, il y a clairement une hallucination en plus, quoi. Généralement, il y a vraiment une disparition. Là, il n'y a pas de disparition. Ah non, mais c'est le festival Étonnant Voyageur. Ouais. Réfléchissez à ça. Et d'ailleurs, j'aimerais sur ce point mettre une petite précision, c'est que il se trouve que ce festival Étonnant Voyageur distingue chaque année 5 très jeunes écrivains, c'est-à-dire moins de 18 ans, qui ont écrit un texte sur la base d'un incipit écrit par un auteur entre guillemets confirmé, et tout cela, il n'en est pas question. On voit que là où nous sommes, ce n'est pas dans le fonctionnement, dans la fabrique, dans l'émancipation quelconque pourrait être l'écriture. Non, c'est le salon, le petit salon. Et j'en reviens à la montagne magique. C'est la marche. Je regrette, monsieur, que vous ne soyez pas éternisé à cette référence, parce qu'elle me paraît centrale. L'enchanteur adjoint, c'est typiquement un surnom à la montagne magique. Simplement, ici, teinté d'une espèce de médiocrité que je n'explique que par la personnalité d'Eric Orsena. Oui, mais là, alors, moi, je serais presque pour dire que c'est un déplacement. C'est un déplacement de comment dire, l'académie devient un lieu partout. Vous voyez ce que je veux dire? Partout. C'est-à-dire que ils sont avant tout académiciens, et quand ils marchent dans cet hôtel, ils sont académiciens, ils sont dans l'académie, ils sont bloqués dans ce monde finalement. Alors, pour corroborer cette analyse, je dirais que, bon, pour nos auditeurs qui ne lisent pas le texte, les Étonnants Voyageurs sont tout d'abord écrits avec des lettres majuscules. E, étonnant, V, voyageur. Ensuite, le autoproclamé étonnant, donc ça devient de simples écrivains.
Et le plus souvent entre soi, les étonnants perdent de leur majuscule. Donc il y a aussi quand même une espèce de positionnement arrogant des académiciens par rapport à leurs confrères. Donc je pense que... Mais toute l'écriture par est ailleurs, arrogante. pardonnez-moi, il y a depuis quelque tout à chose l'heure, qui me chagrine, c'est pourquoi l'auteur, Éric Orsena, se dédouble dans le texte sous le trait de Gabriel, et pourquoi ici nous avons des noms qui nous sont explicitement révélés. Héloïse d'Ormesson, Jean d'Ormesson, qui sont des personnages Bah ça c'est le réels. dialogisme. La vieillesse est un C'est le naufrage. dialogisme. Non, puis c'est du snobisme. Tout Ah oui. simplement. Mais je pense que vous avez totalement raison. Je suis en phase avec votre interprétation. Tout à l'heure, c'était celle de M. Merlisa. Tout à l'heure, c'était celle de M. Dufarret. Et là, je suis êtes en triphasé, phase du coup. avec votre Vous êtes interprétation à 100%. Et tout me l'indique. Et jusqu'à ce paragraphe qui m'a été pesant, qui m'a été douloureux, où il écrit « Mon silence vient de la réveiller ». C'est terrible. Oh. C'est terrible. Et juste Alors, après... Alors, je suis vraiment désolé. Je vis avec quelqu'un qui ronfle. Quand il ne ronfle pas, ça me réveille. Voilà. Donc ça, je peux témoigner. Ah, d'accord. Mais moi, ce sur quoi je voudrais m'avancer, c'est davantage sur la phrase qui suit. Mon silence vient de le réveiller. Soit, on va dire que l'effet, parce qu'il y a un effet qui est voulu et qui est souligné, est malheureux mais compréhensible, je vous l'accorde. La phrase suivante, il paraîtrait que certains de mes silences sont plus bruyants qu'un train de marchandises. Et il en fait des tonnes. Il en fait explicitement des tonnes. Oui. Il en fait des tonnes, et ça, c'est tout le long du texte. Il y a des moments où ça prend au poumon comme le coronavirus. Enfin, Non mais c'est vraiment... Et la On misogynie est dans l'exaspération éclate. d'un vieillard quoi. La misogynie éclate dans la phrase suivante. Comme vous le savez, de toutes les activités de ma femme, finalement, le sommeil, son sommeil, est la plus importante. C'est absolument terrible, je trouve. Animalisation. Par où reprendre ce texte sans avoir des difficultés à parler de quelque chose qui insulte, quoi. J'ai Lisa. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ce qu'on appelle les étonnants, on passe les étonnants aux étonnés, en fait. Hein. Les étonnants, au départ. Ensuite, vous avez remarqué le glissement du point de vue dans ce texte. Pendant tout le texte, on est dans le point de vue interne, qui va jusqu'à dégrader le pied de Jean d'Ormesson, hein, gonflé et violacé. Hein. C'est même du snobisme. Et ensuite, on retourne le point de vue, la table les regardait, tout à coup, hop, omniscience narrative. La table les regardait. Narcissisme. Alors qu'en fait, c'est une fausse omniscience, parce que qu'est-ce qu'il y a dans cette omniscience? C'est la projection d'un point de vue personnel. Non, mais c'est le Star System aussi, hein, donc c'est ça qu'ils revendiquent. Alors, j'aimerais qu'on m'explique la dernière phrase quand même, parce que c'est toujours pareil. Chacun de ces textes se termine par des phrases étonnantes. Rompre le silence fut une première stupidité. Tell me why. Alors, la seconde, pire encore, avancer la main vers sa femme assise dans la nuit. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est ce que j'appelle l'endogamie. L'endogamie, et tout à l'heure, il a été fait sur une erreur. Il a été suggéré qu'il s'agissait de partouze. Eh bien, peut-être que ce n'est pas si éloigné finalement de ce que vous nous suggérez, un peu grassement, j'en conviens, monsieur Éric d'Orsena. Voilà. alors, moi j'aimerais juste me permettre d'intervenir sur les étonnants voyageurs. Oui. Je veux bien. Alors, c'est bien que le nom du festival dépend pas du tout de l'auteur ici, mais... C'est un poème de Baudelaire. C'est le voyage. Oui, non mais... Les étonnants voyageurs. Oui. Étonnant voyageur, c'est le premier vers de la troisième Oui, non mais partie c'est du aussi, poème le nom de Baudelaire. c'est aussi le nom du festival, on est Oui, oui, d'accord. Ouais. Qui est repris ici par Éric Orsena. Oui. Et peut-être que s'il s'attarde vraiment sur ce festival à proprement parler, c'est qu'il y a vu quelque chose intérieurement. Et si on prend les étonnants, ça fait de l'éthos non, donc on est dans le non-être. Et on voit les âgeurs, donc on voit les âgés, on voit la pourriture. Donc finalement, on est dans un dialogue de personnes qui ne sont plus et qui constatent de la pourriture. Et c'est exactement ça qu'il nous décrit, c'est-à-dire que lui, il s'est défait de tout son être. C'est pour ça qu'il est pédant, qu'il est affreux, qu'il est tout ce que vous voulez. Et en plus, il est face à la pourriture qui le rend jaloux. C'est-à-dire Jean d'Ormesson. Le début de votre interprétation me laissait dubitatif, et la fin me convainc. La fin est bonne. La fin me convainc. Oui. Non mais je m'arrange Le avec pied les termes. Non, mais vous avez tout à fait raison. Monsieur, le Vous savez voyage, ce que c'est la la littérature. figure du voyageur,
comme le chantait Chance Aznavour, c'est la figure de la personne qui va partir. Je voyage vers les lieux bénis de ma vie, de voyage en voyage. Merci la régie. Merci, la régie. Ouais. Et c'est ce qui clôt un petit peu la singularité. Juste, tout à l'heure, je posais la question, je vais moi-même y répondre, puisque personne n'a daigné le faire. Oui. C'est quelle est la singularité de ce texte comparé à tout un ensemble de l'ouvrage et au précédent? C'est qu'il s'agit de l'exercice pesant, enfin en l'occurrence pesant, de l'éloge paradoxal. Absolument. C'est-à-dire Ah mais c'est brillant, bravo. C'est ça. On est dedans. Bien. Et maladroit, je dirais. Et non, le problème c'est qu'il est... Oui, c'est maladroit parce qu'on en sent le paradoxe. Et cela Alors que la beauté de l'éloge paradoxal, c'est qu'on le sent pas. Oui. Et c'est ce qui en réalité va dans le sens de vos interprétations passées, à savoir celle du snobisme et celle de la décrépitude. Puisque en ce moment-là, on a rejoint un peu Et tous du les éléments. non-être, du non-être. J'appuie sur le non-être. Là, Bien. Bien. Il n'est plus que son statut. Bien. Il Il n'est plus rien. Bien. Ah, bah, j'aimais bien l'idée de... Non, mais il n'y a plus d'idée, monsieur, là, on remballe. Pourquoi Non, il y a une tarte aux fruits qui attend. Vous pouvez faire des heures sup, monsieur. Il y a une tarte aux fruits qui attend. Au prix où Il est je vous 22 paie, heures, là. au prix où je vous paie, vous pouvez faire des heures sup, monsieur. C'est vrai. Voilà. Alors laissez... Oui, c'est ça. Parce que moi, ça me renvoie à une association que j'aime beaucoup. Qui s'appelle pas payé, l'association, ABM, les Aventuriers du bout du monde. Vous avez jamais entendu parler de ça? Les Aventuriers du bout du monde? Alors, ce sont des gens qui voyagent à pied n'importe où. Voilà. Eh bien, je trouve que quand même dans Les Voyageurs étonnants, ça me renvoie plutôt à l'idée du voyageur, voyager comme de maître là, autour de sa chambre. Je trouve quand même que c'est plutôt un univers fermé. C'est montagnien un peu, c'est le voyage dans les collines. Hein, de quoi je parlais en rapport à montagne tout à l'heure? Non, mais c'est le voyage du poète à l'intérieur. Je parlais du voyageur, voilà. Oui. En même temps, c'est un voyage qui démarre pas. Là, on se rend compte. Très bien. Ah ben là, le train est parti. Le train est parti, mais là, il s'arrête en gare, c'est la fin de l'émission. Mais les pieds commencent à gonfler, ils deviennent violacés, tout ça. En général, on marche pas très bien. Allez, j'aimerais terminer d'accord sur une simple petite remarque, c'est que j'ai été frappé par beaucoup de choses dans les textes que nous avons pu lire dans cette émission. Je parle pas simplement de cette émission, mais celle de également, toutes les émissions. J'ai été surpris parfois par la hardiesse, par la maladresse, par la confusion. Par la beauté éphémère de certains textes. Ouais. Et ici, là, il y a un contrôle de la nuisance. Ici, je suis frappé par le mépris. Oui, il y a un contrôle de la nuisance, c'est ça. Mais si j'insisterai sur ce mot, et je terminerai sur ce mot, et vous ne m'entendrez plus après ce mot, le mépris. Très bien. Eh bien, puisque on est dans le mépris apparemment, on va se quitter sur ce mot, le mépris. On va vous dire, donner rendez-vous bientôt. Mais on parlait de Godard tout à l'heure avec Francis Huster. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. La prochaine fois, nous parlerons d'un très très grand auteur de théâtre. À bientôt dans Encre halogène. Merci. France du futur. Encre halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza.